Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité est né et a grandi en Irlande, un pays totalement dépourvu de constructeurs automobiles. Ce qui ne l'a pas empêché de se passionner pour les bagnoles dès le plus jeune âge, au point de décider d'en faire son métier. Devenu ingénieur, il se verra rapidement confier des projets de grande importance. Parmi ses faits d'armes, le développement du tout premier Nissan Qashqai, un succès fracassant avec 2,5 millions d'exemplaires vendus. Il s'occupera ensuite de la Renault Zoé, la première voiture électrique polyvalente et abordable. Enfin, mon invité a été l'ingénieur en chef de l'une des toutes meilleures sportives de ces 20 dernières années, j'ai nommé l'Alpine A110. Une épopée qu'il raconte dans un livre qu'il vient de publier dans sa langue natale, intitulé Inside the Machine. On va parler de ce parcours exceptionnel et de cet ouvrage passionnant avec mon invité, David Twig. Bonjour David. Salut Vincent, je suis ravi d'être avec toi ce matin. Écoute, tout l'honneur est pour moi, je suis vraiment super content. On s'était rencontrés, je me souviens, à la présentation de l'Alpine A110, au circuit du Sambuc, on avait discuté et je me souviens encore de l'émotion de l'essai de cette voiture. C'était rare moi je suis journaliste depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est quand même rare de descendre d'une bagnole, voire même quand j'étais dans la voiture, je faisais mon plateau, c'était pour me botter en légende à l'époque. Et je me souviens que j'avais presque les larmes aux yeux tellement j'étais ému par cette voiture en la conduisant, quoi. Et je me souviens d'être descendu de la voiture et d'avoir dit un truc de genre, elle est super, votre voiture, elle est géniale, bravo, quoi. Donc voilà, et je me souviens d'avoir été un peu surpris de me dire, tiens, c'est marrant, lui il est pas français, le boss il est pas français non plus, bon d'accord, ils ont ressuscité Alpine en faisant mieux que les Français, donc super, bravo, quoi. Oui, tu sais, c'est toujours sur le circuit de Grand Sambuc, on va en parler peut-être, mais tu sais, c'est toujours un moment de stress quand même quand on est ingénieur en chef, de voir les journalistes, les grands journalistes internationaux et tout sortir des voitures pour la première fois. On est stressé, pour être honnête. Hein. Et moi, j'étais super content parce que j'ai vu enlever le casque et tout de suite, c'était la banane, le casque. Donc là, je dis, ok, c'est pas si mal que ça. Ouais. Bon, David, on va évidemment parler de la 110, mais on va revenir au début. Alors déjà en introduction, je rappelle donc que tu as publié ce livre que je recommande chaudement à tous ceux qui nous écoutent. Alors malheureusement, il est en anglais. T'as prévu de faire une traduction ? Justement. Je veux bien, donc je suis un peu embarrassé. Franchement, Vincent, de parler d'un bouquin qui est dans la langue de Shakespeare et pas encore dans la langue de Molière. Ouais. Mais justement, c'est assez de demandes parce que, bien sûr, c'est un effort de traduire en français. Mon français n'est pas assez bien pour l'écrire en français, donc je l'écris dans ma langue maternelle. Ouais. Mais bon, on ne sait jamais s'il y a assez de demandes, assez d'entrées en France. Je me tâcherai de faire une traduction correcte et proposer ça aussi aux lecteurs francophones. Écoute, si t'as besoin d'un relecteur, hein, tu peux compter sur moi. Merci, chef. Donc ce livre qui s'appelle Inside the Machine, qui est publié chez Veloce, je sais pas s'il faut le prononcer à l'italienne ou à l'anglaise. C'est comme ça, ouais. Donc voilà, il est super et forcément on va beaucoup revenir sur les expériences que tu racontes dans ce livre. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne aux origines de ta passion. Quel est ton tout premier souvenir d'auto, David ? Un tout premier souvenir d'auto, c'est probablement d'être sous une voiture, et j'oserais dire c'était probablement une Ford Cortina de l'époque, avec mon papa en train de bricoler sur la voiture parce que mon papa, je sais, c'est une histoire hyper classique, mais mon papa, c'était un passionné des voitures, il adorait les voitures, mais souvent c'était bricolé sur la voiture, pas pour la passion, mais juste pour la réparer pour lundi matin, parce que lui, il avait besoin de la voiture. Donc moi, mes premiers souvenirs, c'est pas avec mon papa en disant, OK, passe-moi les clés de 13, OK, 12, 10, voilà, et moi en train de passer les outils comme ça, je crois. Et à quel moment tu t'es dit, c'est sûr, je veux travailler dans l'auto, c'est ma passion, je veux en faire ma vie ? Écoute, tout petit, je sais aussi, c'est une histoire très, très classique, c'est presque banal, mais justement parce que mon papa, il était un peu, on va dire, un ingénieur, j'oserais pas dire raté, mais il n'avait pas l'opportunité d'aller à l'université, faire ses études, etc. C'était très difficile à son époque.
Donc lui, il m'a probablement poussé un petit peu vers ce métier. Donc tout petit, vers, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans, un truc comme ça, je me suis dit, tiens, un jour, je voudrais bien, entre guillemets, faire des voitures. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire, faire des voitures, mais je savais tout de suite que c'était ça ma passion et que je ferais ça mon métier aussi. Alors, coup de peau, tu es né à Cork, ville du sud de l'Irlande, où il y a une université qui, je me suis documenté, est apparemment assez réputée, même fondée par c'était la reine Victoria, apparemment. Absolument, oui. Voilà. Et donc, tu as décroché un diplôme d'ingénieur à cette université, et après, tu es arrivé chez Nissan. Alors, comment t'es arrivé chez Nissan? Bah oui, donc déjà pour les études, même si c'était, bah là, il y a longtemps, hein, c'était fin des années 80. Mhm. Moi, j'avais fait une étude d'ingénieur électrique électronique parce que j'avais vu, même à l'époque, que tout ce qui est électricité, électronique, software, tout ça, ça sera l'avenir, même dans les années Ouais. 80, c'était évident. Donc tout de suite, j'étais recruté par Nissan en Angleterre. Et là, pour les électeurs plus jeunes, ils vont dire, ils parlent de quoi là, ces mecs? Mais c'était un peu l'époque où les Japonais attaquaient Ouais. vraiment le marché Ouais. européen, Ouais. un peu comme les Coréens du Sud faisaient 10 ans après. Mais fin des années 80, effectivement, ils avaient décidé de faire une usine en Angleterre, Oui, l'usine qui parce qu'il s'appelle faut rappeler qu'à Nissan. l'époque, les constructeurs japonais avaient des quotas d'importation en Europe. Ils pouvaient pas importer plus de tant de Absolument. voitures par an, sauf si elles étaient fabriquées sur le territoire de l'Union européenne. Tout à fait, ça a l'air d'ancienne histoire maintenant, Voilà. mais c'est tout à fait vrai. Donc, du coup, Nissan avait décidé, OK, pour contourner un petit peu ces local import laws ou les tarifs, Mhm. ils allaient faire une usine en Europe. Ils avaient choisi l'Angleterre. Et c'était subventionné à l'époque par la dame de fer herself, Margaret Thatcher, Ouais. etc. Donc, l'usine était créée fin des années 80. Et tout de suite, Nissan avait décidé, OK, maintenant, il faut recruter des ingénieurs locaux. Et voilà, moi, j'étais des premières vagues recrutées direct des universités en 1992. D'accord. Et alors, on imagine que quand on débarque en tant qu'ingénieur débutant dans une boîte gigantesque comme Nissan, au début, on fait des choses pas passionnantes. T'as commencé à bosser sur quoi chez Nissan? Ah bah justement, j'avais l'opportunité aussi d'aller dans les structures un peu plus grandes de l'époque. Par exemple, chez Ford, j'avais aussi une proposition d'un Ouais. job chez Ford. Mon papa, par exemple, c'était un passionné de l'ovale bleu. C'était Ouais. un Ford guy à fond. Mais malgré ça, j'ai choisi d'aller avec les Japonais, avec Nissan à l'époque, parce que justement, c'était tout petit. Et j'imaginais que j'aurais des opportunités de faire des choses un peu plus intéressantes. Et effectivement, c'était le cas, parce que Nissan, encore, on parle maintenant, il y a presque 30 ans, Ouais, Nissan en c'était Europe. petit, Ouais. c'était, voilà, Nissan en Europe, ils essaient de faire percer le marché, ils étaient tout petits. C'était un peu le David versus Goliath Mhm. de l'époque. Et effectivement, c'était une boîte très, très intéressante pour un petit jeune comme moi à l'époque. Alors, mine de rien, visiblement, on a tout de suite remarqué que tu avais des compétences solides, puisque tu es fini par être promu, tu diriges une équipe d'ingénieurs dans un service où vous testiez les systèmes électriques, si j'ai tout bien compris. C'est aussi le moment où tu commences à faire tes premiers voyages au Japon, voyages professionnels. Raconte-nous un peu ton choc, ta découverte de la culture japonaise et du pays, du pays en question. Oui, et déjà, j'avoue, hein, j'avais quasiment ignorance totale du pays du Japon. Hein. Pour moi, c'était juste quelque chose dans les films, dans les mangas et compagnie. Donc, j'étais pas vraiment passionné de culture japonaise. Donc, c'était vraiment choc, le culture shock, quoi. Premier voyage, je pense, c'était 96, comme ça. Mhm. Et franchement, tout de suite, j'ai adoré le Japon. Je suis tombé amoureux du pays, aussi bien que le métier. Et mon première visite là-bas, être débarqué dans le gare de Shinjuku, là, au Ouais. plein centre de Tokyo, c'est la gare la plus grande au monde, toujours, je crois, avec tout le bruit, l'ambiance un peu Blade Runner Ouais. de Tokyo à l'époque, c'était superbe. Je parlais pas un mot de japonais, je comprenais que dalle, je regardais autour de moi, et c'est la première fois dans ma vie que j'ai senti être vraiment dans un pays étranger. Et j'adorais le pays, et j'adore toujours, et j'ai eu la chance avec Nissan d'y aller pas mal, et même de vivre là-bas pour une petite période. Donc,
oui, c'était notre bonheur, c'était de trouver un métier passionnant. Et deuxièmement, trouver un pays que je connaissais pas, avec plein de niveaux, plein de cultures, technologies, qui restent. Je suis toujours fasciné par ce pays, quoi. Alors, on arrive à la fin des années 90. C'est un moment très très compliqué pour Nissan, puisque d'un seul coup, du jour au lendemain, on se rend compte que les comptes sont dans le rouge, il y a d'énormes difficultés financières. Tu racontes dans ton livre une visite que tu fais au centre technique japonais à l'époque, donc vers 98 ou 99, où la lumière s'éteignait après 18 heures parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les factures d'électricité. Absolument véridique, hein. C'est incroyable. Donc, parce que moi, effectivement, j'étais recruté, comme j'avais dit, 92, et c'était un peu le fin des années, un peu les années de gloire chez Nissan, des années 80, où ils faisaient des bénéfices, il y avait des voitures mythiques, fin des années 80, début des années 90. Et là, par 98, 99, bah, la boutique était en grosse difficulté, quoi. On avait des pertes financières incroyables, les voitures vendaient pas, on était vraiment en difficulté. Et effectivement, la boutique était presque Au bord de la faillite. voilà, voilà, exactement, au fond de la faillite. Et moi, effectivement, j'avais fait un business trip, un voyage d'affaires au Japon, où il y avait pas d'électricité, pas de papier, on n'avait pas à quoi mettre le clim. Et le clim, c'est très important au Japon, hein. Donc, on Ouais. était tous là, euh, À transpirer dans les presque en nos costumes slips, gris. exactement, en train de transpirer. Mais ce qui était incroyable, et c'est ça qui montrait un peu la force de Nissan à l'époque, hein, personne râlait. Ouais. C'était juste notre épreuve. On bossait tous, même s'il y avait coupure d'électricité après 18 heures le soir, tout le monde bossait jusqu'aux 20 heures le soir. Pas de question, hein. Donc, c'était vraiment, c'était le moment de, pas de, voilà, c'était pas le moment de baisser les bras, c'était le moment de dire, OK, on y va, on sait pas qu'est-ce qui va nous y arriver, mais on va y arriver. Donc, c'était un moment très difficile, mais un moment qui m'a marqué quand même. Ouais, tu racontes que tes collègues japonais ramenaient des petites lampes à piles pour justement compenser le fait qu'il n'y avait plus de lumière après 18 heures, donc ils continuaient à travailler dans la demi-obscurité avec leurs petites lampes de poche. Tout à fait, tout à C'est fait. Je incroyable. n'ai pas trop insisté sur l'histoire de le manque de papier dans les bureaux et surtout le manque de papier dans les toilettes. Je ne voudrais pas être vulgaire, mais là, là aussi, on a trouvé des solutions. Voilà, je ne dirais pas plus. C'est génial. Bon, et toi, personnellement, alors, à part les pénuries de papier toilette, comment tu as vécu cette période? Ah, franchement, j'étais très dur, hein, comme tout le monde. Moi, je voyais pas l'avenir de la boutique. Alors, pour être honnête avec toi, Vincent, j'ai préparé mon CV, quoi. Et pour la seule fois dans ma vie, j'ai pensé à chercher un autre emploi parce que j'étais sûr on sera, que c'était le fin, quoi. Je ne Ouais. voyais pas l'avenir. Et ça, c'était pas une période qui durait 2, 3 mois, hein. Ça durait, je dirais, 1 an, 18 mois. Hmm. Et comme tu sais, il y avait des rumeurs, des discussions. Est-ce qu'on Oui. sera acheté par l'État japonais? Est-ce qu'on sera acheté par Ford? Mais le rumeur le plus persistant, c'était qu'on sera acheté par Daimler Chrysler à Ouais, c'est l'époque, fou maintenant ça. Mercedes-Benz. Ouais, Oui, bah, oui, j'avais oui. complètement oublié cette rumeur-là de rachat par ouais, Daimler Chrysler, donc Mercedes, quoi. Et c'était. Tu penses vraiment qu'il y a eu des négociations ou c'était juste au Japon où ils essayaient de se remonter le moral en se disant, allez, après tout, on est digne de se faire racheter par Mercedes, c'est bon, quoi. Ah non, 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 c'est vrai ça, il y a pas mal des études, pas mal des informations publiées sur ça. Non, non, il y avait Ah des ouais. vraies discussions à très haut niveau. Et ça, c'était presque bouclé, disons. Donc, non, non, c'était pas que des rumeurs, Ah ouais. c'était vrai. Mais effectivement, tout d'un coup, je dois dire, hein, tout mes collègues japonais, ils étaient, je dirais pas contents, hein, mais s'il fallait être acheté par quelqu'un, Ouais. bon, être acheté par Daimler Chrysler, ça avait un certain standing, Ça une avait de la certaine gueule, ouais. classe, c'est quand même, ça avait le gueule. Donc, ils étaient presque dire, bon, ok, c'est pas bien, mais bon, c'est pas mal, donc on attend la suite. Mais c'était pas ça qui arrivait, hein. Ouais, sauf que effectivement Daimler Chrysler, enfin la fusion merger of equals, je me souviens ce qu'ils disaient à l'époque, alors que c'était une absorption de Chrysler par Daimler, se passait pas très bien, donc je pense qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Et finalement, c'est Renault Et, qui rachète et Nissan.
enfin qui Exactement. s'allie avec Nissan, c'était des prises de participation croisées. Comment tes collègues japonais ont accueilli la nouvelle du rachat par Renault? Bah justement, donc, parce que j'étais toujours au Japon à cette époque-là où l'alliance était signée. Et je raconte ça aussi dans le bouquin, mais c'est histoire véridique. J'avais des collègues qui venaient vers moi et qui disaient Ah, Dave-san, est-ce que tu peux nous expliquer là, c'est quoi Renault Parce qu'ils ont du mal un petit peu avec le C'est R. incroyable, ça paraît incroyable Euh, quand même. et c'était à moi d'expliquer, ben, écoutez les gars, c'est un Renault, c'est un constructeur automobile français. Et ils se disaient Ah oui, c'est vrai. Je dis, oui, oui, c'est vrai, les gars, ça existe. Ils en avaient jamais Et, entendu parler, c'est incroyable. mais c'était tellement pas sur leur radar, quoi, ni sur leur culture technique. Ils se connaissaient, ils admiraient Mercedes, BMW, Porsche et compagnie, Hmm. mais Renault, c'était même pas sur le radar. Et là, littéralement, d'un jour le lendemain, on était effectivement acheté, même si c'était une alliance, bref, Ouais. on peut passer sur les détails. Renault nous avait acheté, quoi. Donc c'était vraiment le coup de tonnerre, quoi. Et toi, comment tu as vécu ça? Parce que à l'époque, enfin, Nissan Europe était l'homme malade un peu de Nissan dans le monde. Et toi, tu faisais partie de Nissan Europe. Comment toi et tes équipes européennes, vous avez vécu ce rachat par Renault? Oui, tu le résumes bien là, Vincent. Effectivement, même si tout le corps de Nissan était malade, effectivement, Nissan Europe, c'était la partie le plus malade, quoi. Parce que même si ça marchait un petit peu au Japon toujours, aux États-Unis, ça tournait pas si mal que ça. Europe, c'était un gouffre financier à l'époque. Donc, pour être honnête avec toi, c'était pas tout de suite le ouf. C'était pas Hmm. OK, on est sauvé, les gars, c'est bien. Non, c'était pas comme ça parce qu'il y avait une période, je dirais, plus que 6 mois où on attendait voir la suite. Et Ouais. nous, mes collègues chez Nissan Europe, nous, on était quasi certains de dire, bah, écoutez, nous, c'est le fin quand même parce qu'ils ne peuvent pas continuer avec les pertes qu'on a en Europe. Peut-être ils vont fermer l'usine en Angleterre, Hmm. ils vont vendre le reste des actifs, etc. Donc, c'était quand même une période de 6 mois de stress, Hmm. même après la création de l'Alliance. Enfin, heureusement, donc Nissan Europe n'a pas fermé, toutes les équipes ont pu à peu près rester. Enfin, j'imagine qu'il y a dû y avoir un peu d'écrémage, mais vous avez pu continuer. Et en 2002, on t'appelle pour te confier un projet très très important, remplacer la berline compacte Almera. Alors tout le monde a oublié l'Almera, mais c'était en gros c'était la Mégane de Nissan, hein. Ce projet, ça deviendra le premier Qashqai qui sera lancé 5 ans plus tard. Mais ce que on a tendance à oublier, c'est que avant le Qashqai, vous aviez étudié un concept assez radicalement différent. Tout à fait. Et là, on a fait un saut dans le temps un petit peu entre 99 et la création de l'Alliance et 2002. Ces Ouais. 3 ans-là, c'était quand même un redressement radical de Nissan Hmm. avec tout ce qui est Nissan Revival Plan et compagnie. Il y a plein de histoires sur ça. Donc, Avec Carlos mais tu Ghosn à as, la raison. manœuvre. Exactement, un certain Carlos Ghosn Le Cost à la Killer. manœuvre de tout ça. Le co-skiller, voilà. Mais bon, il y a plein de bouquins, il y a plein des articles sur ça. Donc, Même des mangas. même des mangas et peut-être bientôt une série Netflix, qui sait, hein. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, 2002, c'était pour moi, en tout cas, c'était un moment clé parce que Nissan a décidé de remplacer l'Almera et l'Almeratino. Et comme tu dis, on va pardonner nos lecteurs, nos auditeurs. Si vous avez totalement oublié ces deux voitures, c'est pas grave. Euh, donc, c'était le moment de les remplacer. Et moi, effectivement, on m'a demandé d'aller au Japon, vivre au Japon et commencer les préétudes de comment remplacer ces voitures. Et effectivement, il y avait un projet qui s'appelait le projet B32A, totalement oublié maintenant dans l'histoire, qui était une espèce de... la voiture le plus proche, c'était peut-être le Seat Altea. Vous voyez, Ouais. donc une espèce de... Voilà, on va dire mi-chemin entre un MPV et Un une berline monospace et une berline, compacte. ouais. Monos... Voilà, l'idée c'était, bon, on a des berlines, on a des monospaces, est-ce qu'on peut faire un truc un peu moite-moite? Donc, on a étudié ça pour 9 mois quand même, on est Mhm. allé assez loin avant de se rendre compte que, bah non, ça ne marchera pas.
Ouais. Rétrospectivement, effectivement, quand on voit le succès, entre guillemets, du Seat Altea ou de la Golf Sportsvan, qui est un peu l'équivalent, enfin Sportsvan, ou c'était la Golf Plus aussi à l'époque, qui était un peu l'équivalent chez Volkswagen, qui ont fait des flops, on se dit que rétrospectivement, effectivement, c'était pas le meilleur concept, quoi. Non, effectivement. Donc finalement, vous explorez l'idée d'un crossover, alors inspiré du Nissan Murano américain, ça les gens connaissent déjà un petit peu plus. En soi, c'était déjà une innovation, ce crossover à la sauce européenne. Mais surtout, ce qui est, je pense, peut-être le plus important dans le projet Qashqai, c'est les objectifs de réduction des coûts complètement drastiques. Absolument, absolument. Donc, on a fini, effectivement, pour étudier cet affordable crossover là, ou crossover petite SUV maintenant, on mélange un peu les gens, mais Ouais. on est tombé sur cette idée-là, inspirée, comme vous avez dit, par le Nissan Murano, qui était déjà un carton aux États-Unis, Mhm. et a aussi inspiré pas mal, ça peut surprendre nos auditeurs un petit peu, mais aussi le Honda HR-V, le Ouais. petit Joy Machine là. Mhm. Du Donc, début des années 2000, ouais. tout à fait. Donc, la Qashqai, souvent, j'ai souvent vu le Qashqai loué comme la voiture qui a créé le petit crossover. Donc, c'est pas, simplement pas vrai. Hein. Il y avait des autres voitures avant, notamment le HR-V, qui n'a pas cartonné à l'époque, mais c'était un Ouais, c'est le petit premier qui a vraiment avant-corps. marché très fort, quoi. Absolument. Et aux États-Unis, il y avait des voitures comme le Murano, etc. Donc, par un peu de bonne chance, un peu de bon jugement, on est tombé sur cette recette-là pour le petit crossover. Mais effectivement, comme tu dis, ça sert à rien d'avoir une bonne idée, un bon concept, etc. si la voiture est simplement trop chère. Donc, nous, on avait des cost targets, des cibles de coûts, et le coût fixe et le coût variable est extrêmement dur, mais vraiment, vraiment dur. Des targets quasi impossibles à atteindre. Donc voilà, on a débuté quelques années de travail vraiment, vraiment difficile en termes de maîtrise de ces coûts. Mais tu dis dans le livre que tu as quand même été un petit peu aidé par Renault, justement, et par un certain Carlos Tavares, qui aujourd'hui est le big boss de Stellantis, mais à l'époque il était directeur de programme de la Renault Mégane, et en gros il t'avait communiqué en gros une fiche de prix des pièces sur une Mégane, et t'es tombé de l'armoire, parce qu'en gros ils achetaient des pièces mais beaucoup moins chères que vous. Et ah bah oui. Donc il faut pas oublier, à l'époque, Nissan avait un petit 4% du marché en Europe, hein, Ouais. que ça. Donc nous, on était tout petit. Or, Renault, quand même, c'était déjà un big player, quoi, avec la Mégane à l'époque. Là, on parle de Mégane 2, Ouais. le B84. Donc cette voiture-là, ça a cartonné, hein. C'était Mhm. vraiment Notamment grâce à la un beau version projet. monospace, Tout à fait, exactement, le le Mégane Scénic. Scénic à Ouais. l'époque. Et le directeur de programme de ce programme-là, c'était le Carlos Tavares. Donc, on parle bien de même Carlos Tavares, Ouais. qui est le big boss de Stellantis aujourd'hui. Donc, lui, il m'a vraiment aidé parce que maintenant, on est fusionné de quelque sorte Renault-Nissan, même si c'est pas un joint venture, etc. On pouvait échanger les benchmarks en termes de coûts. Et lui, c'était vraiment gentil à sa part parce que théoriquement, il n'aurait pas dû faire ça, mais il m'a confié un peu les benchmarks de coûts sur le Mégane 2. Et ça m'a donné un peu, voilà, c'est ça le coût compétitif d'un radiateur ou Hmm. d'une pompe à eau ou de, voilà, une siège complet, etc. Et c'est en utilisant ce benchmark-là qu'on pouvait vraiment négocier avec les fournisseurs pour dire, les gars, arrêtez avec ces prix comme ça, c'est ça le benchmark et vous allez nous aider atteindre ce type de compétitivité en termes de coûts. Donc, je sais que c'est pas peut-être la partie la plus glamour de l'industrie, hein. Non, mais C'est c'est peut-être vital, hein. exactement. Donc c'est vital parce que ça sert à rien de faire des beaux voitures ou des projets passionnants si ils perdent de l'argent. Oui. Voilà, c'est très important. Donc à l'époque, vous avez, évidemment, c'était compliqué parce qu'un véhicule comme ça, vous en aviez jamais vendu. Vous saviez pas exactement combien vous alliez en vendre par an. T'avais demandé alors à un Suzuki-san, je sais plus comment il s'appelait, enfin un japonais qui était spécialiste des évaluations, des prospections, et qui disait ok, vous allez en vendre, allez, 130 000 exemplaires par an. Et je me souviens que l'accueil de la presse spécialité à l'époque, moi j'avais pas été à la présentation, mais j'avais un confrère quand il était revenu en se disant mais ce truc-là, c'est pas très jojo, c'est même pas une 4 motrices, qui va acheter ça, enfin, tout le monde, en gros, c'était
la tendance un peu, les premiers retours des essais. Et en fait, on avait tout faux, hein, nos autres journalistes. Et puis en même temps, vous aussi, puisque c'est pas 130 000 exemplaires par an que vous aurez vendu, mais quelque chose comme 250 000. Absolument, absolument. Donc je sais que en parlant de Qashqai, probablement nos auditeurs disent attendez, ils vont parler de l'Alpine A110 quand? Mais parce qu'on est tellement habitué de voir le Qashqai dans les roues, mais quand même c'était un projet hors norme, comme tu dis, pas seulement sur la partie concept, maîtrise des coûts, etc., mais effectivement l'estimation des ventes, exactement comme tu t'as dit. Donc c'était un certain Suzuki-san, Akihisa Suzuki, donc c'est toujours un bon ami, qui était Oui. responsable de faire les estimations des ventes du marché. Et je me souviens très bien de la réunion, on était au Japon, et Suzuki-san dit, OK les gars, je pense on peut faire l'année pic, donc ça c'est l'année des ventes maximum, Mhm. 130 000 par an. Waouh! Mhm. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, attendez, est-ce qu'il a bu quelque chose ce matin? Qu'est-ce qu'il a, Suzuki-san, aujourd'hui? Parce que le Honda HR-V, au plus fort, vendait à peine 60 000 par an. Ah ouais, Et là, le type, il était en train de dire, on va vendre 2 fois ça, quoi. Et moi, je dis, c'est fou. t'es sûr, Suzuki-san? Il dit, oui, oui, David, fais-moi confiance, etc. Et effectivement, il avait tort, exactement comme tu dis. La voiture avait 5 ans de suite où la voiture vendait plus que 250 000 par an. Donc c'était limité, les ventes étaient limitées simplement par la capacité de l'usine en C'est Angleterre incroyable. de fabriquer la voiture. Donc autrement dit, si on pouvait fabriquer, disons, un demi-million, on aurait pu les vendre, hein. Et ça pour 5 ans de suite. Et c'est pour ça, les petites blagues en anglais qui ne marchent pas en français, hein, la voiture, elle est souvent appelée le cash cow, ou Oui, littéralement la vache à le lait. vache à lait, voilà, voilà. Parce qu'effectivement, quand on a le double des estimations en termes de volume, c'est une machine à fric, en Ouais, gros. tout le reste, c'est du bonus, quoi. Ah, voilà. Et rétrospectivement, comment tu expliques le succès incroyable de ce modèle? Oh là, j'ai du mal à expliquer ça. Même toi. Mais en quel... oui, même moi, j'étais dedans. Donc, je dirais déjà, euh, et je donne vraiment tout honneur à cette Suzuki-san-là, c'est plutôt c'est un bon exemple de product planning. Donc, je dirais pas que c'est un chef d'œuvre d'engineering, même si c'est moi qui est responsable. Mais en termes de product planning, c'est parfait. Donc, c'était la voiture nécessaire. C'était le right car, right time, quoi. Ouais, C'était la bonne pas voiture au bon moment. trop. Voilà, c'était une bonne voiture pour la famille. C'était tout ce qu'il faut, mais pas trop. C'était le bon prix, déjà. Donc, Ouais. c'était abordable. Et troisièmement, je dirais, c'était quand même un joli coup de crayon par le designer en chef. Donc, c'est un Suisse, il Ouais. s'appelle Stefan Schwarz, Mm. qui reste toujours un bon ami aussi. Et je pense qu'il a fait un joli design, pas trop, c'est pas flashy, c'est pas bling bling, mais ça plaisait. Mais honnêtement, Vincent, entre nous, un coup de chance, hein. C'était juste le bonne voiture au bon timing et ça a cartonné. Bon, en tout cas, évidemment, auréolé de ce succès-là, en 2005, Nissan te propose de devenir ingénieur en chef et non pas juste assistant ingénieur en chef. Ça aurait été une première pour un nom japonais, c'est le genre d'offre qu'on peut pas refuser, et pourtant, toi, tu la refuses. Pourquoi? Bah oui, bah oui. Et à l'époque, même moi-même, je disais, ah, t'es fou, David. Mais c'était un peu, des fois dans sa carrière, on a des carrefours comme ça. Donc, le problème avec ce job-là, c'était un job au Japon. Mhm. Donc, c'était pas une mission de quelques années là-bas, comme j'avais déjà fait, mais c'était vraiment pour passer le reste de ma carrière au Japon. Et même si j'adorais le Japon, j'ai hésité, parce que c'est quand même un sacré truc à te demander. Et aussi pour ma femme, parce que j'étais marié déjà, et Mhm. demander à ma femme de s'implanter durablement au Japon, faire notre vie au Japon, c'est quand même pas si simple que ça. Donc effectivement, avec beaucoup, beaucoup de regrets, euh, j'ai dit non merci à ce job-là, mais c'était vraiment dur. J'étais pas sûr de moi. Mais j'étais obligé effectivement de refuser ce poste qui était un grand honneur, hein. Je suis Mhm. toujours honoré par Mhm. cette offre, même si c'était il y a quelques années maintenant. Mhm. Et donc, une fois on dit non à un poste comme ça chez Nissan, en gros, après, enfin, en gros, si tu veux si tu veux continuer de progresser, faut aller ailleurs, quoi. Donc, ailleurs, chez Renault, enfin, chez Renault Nissan, c'est le technocentre, quoi.
Donc tu te retrouves quelques mois plus tard au Technocentre complètement lost in translation avec ton français qui à l'époque était loin d'être apparemment aussi bon qu'il ne l'est aujourd'hui. Raconte-nous un peu comment tu débarques comme ça dans cette planète inconnue. Et ben justement, donc, déjà, c'était grâce à mon chef à l'époque, donc mon chef japonais. Donc, c'est un monsieur qui s'appelait Nakamura-san. Et lui, c'était l'inverse de. Imaginez votre stéréotype de manager japonais très strict, etc. Donc, c'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse de ça. Et c'est lui qui a eu l'ouverture d'esprit de me proposer, écoute, David, ok, je comprends, tu peux pas venir au Japon, etc. Mais là, dans l'Alliance, on a besoin des ingénieurs comme toi. L'autre côté de Manche, au Technocentre. Et donc, c'est lui, effectivement, qui a organisé cette transfert de Nissan vers Renault. Donc, je me trouve un jour à Guyancourt, dans la région parisienne, dans l'énorme centre d'ingénierie de Renault, qui est assez imposant quand même, hein, Mhm. assis dans le lobby, en Avec ton badge costume costard, visiteur, mon badge visiteur, voilà, tu repars à zéro, quoi. C'est terrible. voilà, j'avais à peu près 2 mots de français, bonjour, merci, à peine, et là, tout de suite, vraiment, on m'a mis, on m'a jeté dans le bain de Renault pour dire, ok, maintenant, il faut nager. Ah, dans ton livre, tu parles de. Forcément, tu fais des comparaisons entre Nissan et Renault. Nissan t'en parle comme d'une organisation quasi militaire, et à l'inverse, tu décris Renault, et là je te cite, comme un fascinant, complexe, exaspérant et attachant bazar. Alors je veux bien que tu me racontes un petit peu ça. J'ai traduit mess par bazar parce que je trouvais que ça correspondait bien. Ah, bravo pour la traduction déjà, Oui, non, et c'est vrai, hein, et le compas que je fais souvent, je sais que c'est un peu facile, mais je trouve que c'est quand même assez juste. Voilà, si Nissan, c'est l'armée, il faut imaginer l'armée très disciplinée, etc., avec les différents rangs, les soldats, etc. Renault, pour moi, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, c'est une famille. Hmm. Donc, c'est comme une famille. C'est très, très attachant. C'est des fois un peu désorganisé. Hmm. Il y a des coups de gueule, voilà. Des fois, on boude. Il y a des crises de famille. Mais ça reste une famille dans laquelle il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Euh, mais des fois, ça manque un peu de discipline. Et je suppose, de quelque sorte, c'était mon job, comme Nissan Boy, un peu parachuté chez Renault, d'apporter un tout petit peu de cette discipline, je dirais pas japonais, mais peut-être de Nissan style, d'injecter ça un peu dans on va dire dans le bazar attachant de Renault. Et c'est ce que j'essaie de faire pour le reste de ma carrière chez Renault, quoi. Et alors là, on te parle alors d'un projet de petite voiture électrique. On est à ce moment-là en 2009, donc on est vraiment. Enfin, aujourd'hui, la voiture électrique, on a tous les coins de rue. À l'époque, on est quand même très très en amont de cette vague-là. La Nissan Leaf, elle n'est pas encore sortie, elle sortira l'année d'après. À ce moment-là, Nissan ne produit que son Roadster. Alors, en gros, à part Leonardo DiCaprio, il n'y a pas grand monde qui s'en achète. Et donc, l'idée d'une voiture électrique abordable et polyvalente paraît encore complètement saugrenue. Comment tu reçois et tu abordes ce projet-là? Oui, c'était même un peu avant, je pense que c'était même 2008, on Ouais. commençait à travailler sur ça. Donc c'est exactement comme tu dis, maintenant les véhicules électriques aussi, ils sont devenus banals, hein, mais faut s'imaginer en 2008, personne parlait de véhicules électriques, quoi. Mhm. Voilà, c'était oublié. Il y avait différentes expérimentations, mais c'était pas un vrai sujet, quoi. Alors tout un coup, voilà, c'était un vrai sujet, et je simplifie, bien sûr, mais encore, il faut citer cet homme Carlos Ghosn qui Mhm. revient dans l'histoire parce que c'était vraiment lui qui a dit, OK, les gars, l'avenir c'est électrique, on va y aller, Mhm. on va mettre le paquet, on va investir, et maintenant, on y va, quoi. Et moi, à l'époque, j'étais dans l'étude de l'ingénierie plateforme. Donc, c'est l'équipe des architectes qui fait les premiers coups de crayon, les premiers dessins des automobiles. Et on commençait justement de faire des esquisses, non seulement d'un seul véhicule électrique, mais de toute une gamme de véhicules électriques. Et ça, c'était vraiment, en 2008, il y avait personne qui faisait Ouais. ça. Personne, vraiment. Même pas Nissan, pas Tesla, et je pense Renault. Et ils ont, des fois, il faut leur donner un peu plus de recognition de cette agressivité en termes d'attaquer le véhicule électrique en 2008. C'est un sujet sur lequel on parle beaucoup de Tesla, mais pas assez de Renault, je pense. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment, je me souviens à l'époque, c'était vraiment Carlos Ghosn qui poussait ça.
Et nous, on était tous en train de se dire, mais la voiture électrique, mais personne va acheter ça, il n'y a pas de borne de recharge, il n'y a rien du tout. Et le fait est que je pense qu'ils étaient vraiment très très tôt, peut-être un peu trop tôt par rapport à l'émergence du marché qui a vraiment commencé à éclore, on va dire, dans la deuxième partie des années 2010. Là, effectivement, en 2012, quand la voiture est lancée, alors, je me souviens que les essais à l'époque, les gens disaient ouais, c'est sympa, la voiture est bien, elle est plutôt bien placée en prix. En plus, l'idée de louer la batterie à part, ça permettait d'abaisser le prix d'achat. Visuellement, c'était intéressant. Mais on se disait bon, enfin, ça reste quand même un véhicule de niche un peu. Absolument, absolument. Exactement. Je me souviens aussi peut-être 2009-2010, quand on a dévoilé un peu nos plans total. Je me souviens que le PDG de Volkswagen à l'époque, il se moquait de nous publiquement. Il se moquait de Carlos Ghosn, hein, de dire attendez, travailler sur les véhicules électriques, les Golf Kart et compagnie, qu'est-ce qu'ils font chez Les Renault? voiturettes de golf, oui. Ben voilà, des fois, j'ai toujours les petits sourires aux lèvres maintenant quand Ah je oui, ça fait regarde marrer hein, rétrospectivement. Ah ben voilà, quand on voit les changements de Volkswagen sous le leadership de M. Diaz actuellement, qui mettent le paquet sur les Oui. trucs, donc des fois j'ai un petit sourire narquois sur mes lèvres, voilà. En mettant au point cette voiture, est-ce que tu as eu l'impression de réapprendre ton métier? Ah, totalement, Ouais. honnêtement totalement, parce que après le coup de Qashqai et compagnie, j'étais plus un petit jeune, je pensais que je connaissais un peu la voiture, l'ingénierie automobile, les basics, quoi. Or, en 2008, en commençant sur le projet Zoé, ben non, il fallait tout apprendre, réapprendre, parce que personne n'était expert dans les véhicules électriques. Hmm. Donc, et je parle pas seulement de parties évidentes comme les batteries, les moteurs et compagnie, mais seulement un truc tout bête comme le freinage, l'assistance de freinage, comment faire fonctionner les freins Hmm. quand on n'a pas de batterie. Voilà, le clim, comment ça marche le clim dans un véhicule électrique. Donc, il fallait résoudre tous ces problèmes un par un avec très très peu de benchmark à l'époque. Souvenez-vous, on ne pouvait pas à l'époque simplement acheter une Tesla S. Elle ne sortait pas, hein. Elle Oui. sortait en 2010. Donc voilà, donc c'était un vrai challenge technique. Je sais encore une fois, peut-être les passionnés d'Alpine nous écoutent, hein, ils sont en train de pourquoi ils parlent de véhicules électriques maintenant. Non, mais Mais on va je y... peux vous assurer que c'était un challenge pour un ingé, un challenge technique aussi difficile que l'Alpine A110, si ce n'est pas plus difficile. Ouais, on y arrive à l'Alpine A110 parce que donc voilà, la Zoé, je renvoie à ton livre hein, où tu racontes tous les problèmes de développement, le chargeur caméléon où vous êtes arraché les cheveux, où il y a même, alors ça m'a marqué ça, un moment, je sais plus quel boss te dit bon, ok, il y a des problèmes avec les bornes de recharge Autolib, à l'époque c'était Autolib dans Paris. Vous allez m'essayer absolument toutes les bornes Autolib de Paris, je sais pas combien de centaines il y en avait, et voilà, vous avez 5 voitures ou 6 voitures, vous essayez toutes les... Vous passiez vos journées et vos nuits à charger les voitures sur les bornes Autolib pour vérifier que tout se passait bien, quoi. Oui, absolument. Et encore une fois, c'est Carlos Tavares qui revient encore sur l'histoire Ah parce voilà, c'est que ça. cette époque maintenant, c'était quand même, c'était pas le numéro un, mais c'était le numéro 2 chez Renault, avec Carlos Ghosn toujours qui était le numéro un. Ouais. Et c'est lui qui un jour, il en avait marre, le pauvre, de nos pronostics sur la fiabilité de charge, etc., surtout sur les bornes Autolib. Donc, et un jour, il a craqué, il a dit, OK, arrêtez vos conneries, vous allez tester ces points de charge un par un à Paris et revenez avec les résultats. Seul Wow. problème, il y avait 4500 points de charge à Oh la Paris. vache. Oui, puis on peut pas Mais on dire l'a non à fait. Carlos Tavares, quoi. Ah non, ah non. Mais on l'a fait, on l'a Ah ouais, fait, ah ouais. avec nos petits mains, un par un. Donc à l'époque, si vous souvenez de voir des Zoé plus ou moins prototypes, plus ou moins pas jolis, en train de sillonner les routes de Paris, donc c'est ça qu'on était en train de faire. Bon, alors on arrive à Alpine, hein, parce que là, bon, la voiture est lancée Enfin, en 2012, voilà, les gens sont en train de se dire, ah bah c'est pas trop tôt, mais non, ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Bon, donc voilà, le projet est terminé, ton truc c'est les suivis de projet sur la durée d'un produit, ça t'intéresse pas, toi ce qui t'intéresse c'est de lancer un nouveau projet, et t'entends parler du serpent de mer, une énième tentative de résurrection d'Alpine. Alors j'ouvre une parenthèse, j'ai appris dans ton livre qu'il y a eu 9
tentatives de relancer Alpine entre 95 et 2013, 9 quand même. Mais cette fois-ci, c'est du Absolument. sérieux. La co-entreprise est créée avec Caterham. Tu postules auprès du patron qui s'appelle Bernard Olivier. Évidemment, t'étais pas le seul à postuler et tu n'as pas eu le poste. T'es un peu déçu, on imagine. Oui, pour être honnête, de reprendre, c'est oui, mais pour être honnête, j'étais moins déçu après parce que j'ai appris que c'est un certain Jean-Pascal Dos Eh oui. qui a eu l'honneur de rafler le poste, invité d'Histoire d'Auto, là, il y a Ouais. quelques... Ouais. Il y a pas Et mal là, d'épisodes, ouais. quand tu es battu par un gars comme Jean-Pascal, tu peux pas t'en plaindre parce que je le connaissais un peu à l'époque, maintenant c'est un bon ami, mais je savais par réputation que c'était un vrai passionné, donc je me suis dit, tiens, s'il faut être battu par quelqu'un, Ouais. bon, c'est un vrai passionné, donc voilà, j'étais pas trop déçu, quoi. Oui, donc alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur Jean-Pascal, il était l'invité de l'épisode numéro 20, hein. Il est adorable, Jean-Pascal, donc l'épisode est passionnant. N'hésitez pas, une fois que vous avez terminé celui-là, arrêtez pas tout de suite, hein, terminez celui-là, et après, allez écouter l'épisode 20. Voilà. Bon, alors ce qui se passe, c'est que bon, le deal avec Caterham prend l'eau, hein. Visiblement Caterham n'avait pas les poches assez profondes. Donc tout le projet est rapatrié chez Renault, et là tu reçois un coup de fil de Bernard Olivier. Tout à fait. Et effectivement, comme tu racontes, c'était quand même un choc parce que non seulement Caterham avait financé la moitié du projet, mais la moitié des équipes aussi. Ah oui? C'était des équipes anglaises, Bah quoi, oui. ex-Caterham, ex-Lotus, etc. Donc tout d'un coup, on avait plus une équipe, on avait une demi-équipe, quoi. Hmm. Et le premier job, c'était de reconstituer cette équipe. Et ça, pas facile, comme vous pouvez imaginer. Alors, cher auditeur, je vous rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Ça vous permet de savoir à l'avance les invités que je reçois, et du coup, vous pouvez leur poser des questions. Et alors, mon cher David, tu as eu pas mal de questions, hein. Ton parcours suscite pas mal de curiosité. Alors là, j'ai une question du stagiaire de United. Quelles ont été les concessions ou les compromis qu'il a fallu accepter pour que le projet Ascendi soit validé en haut lieu? Oula! Beaucoup, Là, il faut un autre beaucoup, beaucoup. podcast sur ça. Non, non, je blague. Euh, Honnêtement, je dirais pas vraiment des compromis, pour être honnête. Et je raconte ça un petit peu dans le fameux livre, encore une fois, le fatidique réunion sur le septième étage de siège social de Renault où le projet était décidé. Je dirais pas vraiment des compromis. C'était plutôt une exigence financière, pour être honnête. Donc, c'était pas question de faire une voiture qui va perdre beaucoup d'argent. Hmm. C'était ça le compromis. Donc, et encore, c'était toujours Carlos Ghosn à la tête de Renault. N'oublions pas. Oui, qui est Et pas du le tout un car seul. guy, lui, hein. Bon, effectivement, c'est un Cargueil, mais c'est un Cargueil, on va dire, un peu caché. C'est un Cargueil D'accord. dans son temps. Hmm. Mais c'est clair que c'est pas un passionné pilote comme un Carlos Tavares, Oui. par exemple, qui était toujours là aussi, d'ailleurs, comme numéro 2. Donc, l'exigence sur le projet, c'était vraiment, ça pouvait pas être juste, comme on dit en anglais, un cost center. Donc, quelque chose qui va juste coûter de l'argent de Hmm. l'entreprise. Il fallait que le projet être capable de se soutenir financièrement sur la durée. Donc, ça veut dire tout de suite, il faut faire une voiture qui ne va pas perdre trop d'argent. Et on revient sur la même thématique qu'on a discuté sur le Nissan Qashqai, c'est la maîtrise des coûts. Et je sais, encore une fois, c'est pas trop sexy comme sujet, mais c'est vital, Hmm. quoi. Maîtriser des coûts, non seulement de la voiture elle-même, mais les coûts de projet, les coûts fixes, autrement dit, les investissements. Est-ce que tu as été surpris par l'accueil complètement enthousiaste, on peut le dire, qu'a reçu l'auto à sa sortie? Euh, au risque d'en- Au risque d'apparaître très arrogant et sûr de moi, je ne peux pas mentir non plus, je dirais non. J'étais pas trop surpris parce que moi, j'avais la chance incroyable depuis 2 ans, ou voire 13 ans, 3 ans, de conduire la voiture moi-même. Hmm. En commençant bien sûr sur circuit fermé, sur le site de test très secret de Renault, mais aussi pas mal sur route ouverte. Parce qu'après le lancement statique à Genève 2017, on pouvait conduire la voiture sur route ouverte parce Hmm. qu'on avait dévoilé la forme, le design, quoi. Et moi, je savais déjà qu'on avait un truc spécial entre nos mains, quoi. Je savais pertinemment que là, c'est différent, c'est un vrai petit joyau. Donc, honnêtement, la réception de vous, les professionnels, les journalistes, bien sûr, j'étais super content, mais j'étais pas totalement surpris.
Et à Oula, l'inverse, ça a l'air super sûr de moi, mais non, non, bon, je peux pas non, non, mentir, Vincent. enfin, il y a un moment où quand on sent qu'on a quelque chose de bien entre les mains, voilà, effectivement, on se doute on doit pas être le seul à le penser, quoi. Euh, Et aussi, il faut que je dise sur ça, juste, je souligne, moi, j'ai aucune prétention d'être un pilote chevronné, je suis un pilote très, très moyen, mais aussi, on avait des gars dans l'équipe comme Laurent Urgan. Tu connais oui, Laurent, donc c'est le pilote pilote, ouais, le SCR, metteur au point, oui. absolument, Renault Sport, Alpine, donc un génie au volant. Hmm. Et quand un gars comme Laurent me dit, David, là, elle est vraiment, vraiment spéciale. Là, on a un truc qui va, voilà, ça va, voilà, ça claque. Là, Ah. tu écoutes. Un gars comme Laurent, tu écoutes. Ah, ça fait chaud au cœur, ouais. Ah oui. Et alors, à l'inverse, est-ce que t'es pas un peu déçu par son, on va pas dire échec commercial, parce que le terme est trop fort, mais son succès en demi-teinte, on va dire? Là, encore une fois, je peux pas mentir. Je dirais oui, surtout au début. Donc, plutôt content de l'impact en France quand même, parce qu'on avait des Ouais, passionnés en ouais, ouais. France. Quand même, la voiture est très, très bien reçue en France. Mais j'étais effectivement un petit peu déçu par la réception, surtout en Angleterre. Ouais, Euh, Parce que quand même, les British, c'était une voiture vraiment avec un petit ADN British, il faut le dire, hein, parce qu'on peut ouais. tracer un petit ADN via Caterham jusqu'au Lotus, les Lotus Elise et compagnie. Et c'est le type de voiture qui plaît énormément Bah oui, c'est du Light is aux Right, Anglais. enfin, c'est l'esprit Colin Chapman, Voilà. quelque part, hein. Aussi, et la presse anglaise aussi, la presse british a fait des éloges sur la Hum, hum, voiture. hum. Donc, mais elle était un succès, voilà, on va dire, relatif là-bas et aussi en Allemagne. Mais je dois dire quand même que cette année, et 2021-2022, les équipes alpines, là, les équipes commerciales, ils ont fait un excellent travail, rafraîchissement de la voiture, etc. Et là, Hum, les ventes, j'ai vu récemment, je suis ça comme, bien sûr, comme passionné, hum. ça répare pas mal de tout, là. Il y a des chiffres de vente là assez récents qui sont tout à fait plus que respectables. Alors j'ai une autre question Twitter d'un internaute qui s'appelle Nonox. Rétrospectivement, est-ce que tu penses que le passage par le projet Zoé était obligatoire pour pouvoir accéder à un projet comme la 110? C'est vrai que on dirait un peu un bâton de maréchal pour un ingénieur automobile, un projet comme la 110. Oui, oui, sur plusieurs niveaux, parce que déjà, comme on a raconté un petit peu, je suis venu de Nissan, moi, j'étais un Hmm. Nissan Boy. Donc, même si j'avais déjà dirigé des projets chez Nissan, le Qashqai, il faut refaire ses preuves chez Renault quand même. Hmm. J'étais Hmm. inconnu chez Renault. Donc, le projet Zoé m'avait permis effectivement de dire, voilà, petit 1, j'étais capable de diriger un projet, plutôt un gros projet. Et petit 2 aussi, de diriger des projets un peu compliqués, un Hmm. peu atypiques, un peu les missions impossibles, quoi. Hmm. Et donc, effectivement, j'avais fait une certaine réputation de quelqu'un qui pouvait gérer des projets et gérer des projets atypiques. Et troisième, je dirais aussi qu'il y avait la main quand même sur tout ce qui est économique. Je suis désolé de Hmm. citer ça encore une fois, mais quand même la maîtrise des coûts, c'est important, Ouais. même si c'est pas trop glamour. Donc, ces trois éléments-là, effectivement, m'a permis de prétendre à ce poste-là comme chef du projet Alpine, qui était, comme vous pouvez imaginer, c'était voilà, il y avait, c'était un honneur, bien Ouais. sûr, Ouais. dans le groupe Renault. Et c'est marrant, tu parles d'un projet un peu spécial, et c'est vrai, j'ai découvert dans ton livre que, en fait, l'équipe d'ingénieurs Alpine était complètement isolée. Vous étiez dans un coin du technocentre, pas du tout en relation avec le reste de Renault. C'était un projet. Alors, tu utilises le mot en anglais, Skunkworks, qui est assez génial parce que, enfin, moi, je suis un passionné d'aviation, hein, donc Skunkworks, c'était Lockheed, c'était Lockheed qui faisait des projets complètement fous en Californie, genre les U2, les F-117, les avions comme ça, qui sont complètement mythiques, qui étaient faits par cette petite équipe de fous furieux autour d'un ingénieur de génie qui s'appelait Kelly Johnson. Et donc, tu parles tu utilises ce terme-là pour dire, voilà, c'était nous, on était les Skunkworks, on était cette espèce d'équipe à part. Je veux bien que tu nous racontes un petit peu cette ambiance et notamment les relations vis-à-vis du reste de Renault, de la grosse machine Renault, vis-à-vis de ce petit groupe un peu à part, un peu protégé dans sa petite bulle. Oui, effectivement. Et ça, c'était fait vraiment exprès. C'était pas par accident, c'était pas parce qu'il y avait pas assez de place dans l'énorme technocentre.
Mais c'est les gars qui ont établi un peu le projet, et encore, je citerai Carlos Tavares, parce que c'était quand même lui C'était son le bébé, oui. parrain du projet. Voilà, c'était son bébé. Et Bernard Olivier disait que, écoutez, la seule façon d'arriver, c'est il faut pas suivre le rules books. Il faut pas suivre les processus, les standards normaux de Renault, parce qu'on n'arrivera pas. Si on suit ces processus-là, on va finir avec un Renault, quoi, pas une Alpine. Hmm. Donc, c'était fait exprès de mettre l'équipe à part et effectivement de ne pas suivre les mêmes règles. Voilà, de faire exprès de prendre le rules book, le livre des règles, et mettre ça dans la poubelle. Donc, on était mis à part physiquement avec un seul chef sur les décisions techniques, etc. Budget très, très restreint, ça c'est important, ça Hmm. fait partie des éléments du Skunkworks. Budget très contrainte et un timing assez serré. Et maintenant, une équipe de passionnés, on y va. Donc, c'était vraiment l'effet de serre, quoi. Et il y avait des impacts positifs de ça, mais aussi il y avait des impacts un peu moins positifs, quoi, plus difficiles. Oui, parce que tu parles notamment quand il y a eu la phase de la mise en production, où les grands gourous de la qualité chez Renault voulaient vous imposer des normes qui étaient complètement ingérables à l'échelle d'une petite usine comme celle de Dieppe. Oui, exactement. Et je dois souligner là, quand même, Vincent, quand on parle des grands gourous de chez Renault, je dirais avec absolument les bonnes intentions, hein. Ouais. C'était pas mal intentionné, c'était pas des gars qui venaient juste faire rendre nos vies difficiles. C'était pas ça du tout. C'était vraiment dans un esprit de vouloir avoir un objet de bonne qualité. Hmm. Mais ce qui était difficile à expliquer, c'est encore une fois, c'était pas un Renault et c'était pas une voiture de production de masse. Hmm. Voilà. Une Clio, on produit dans 8 heures dans une usine, on va fabriquer peut-être 250 ou 270 Clio dans la journée. Ouais. Voilà, avec Alpine, on va fabriquer peut-être 30. Hmm. Donc, c'est plus comparable en termes de gestion de qualité avec des boîtes comme Ferrari ou Aston Martin Hmm. ou encore AMG Hmm. qu'avec Renault. Hmm. Et ça, c'était très, très difficile. Il y avait quand même un peu de clash, quelques discussions, on va dire, voilà, musclées, etc., pour avancer le projet. Alors j'ai une question de Martin sur Twitter. À quel point est-ce compliqué aujourd'hui de porter des projets de sportives légères comme la 110? Oula, Martin, ça, c'est... C'est mission impossible Ah, maintenant. ah bah oui, justement, c'était déjà difficile. Là, on Ouais. parle des années 2013-2014, avec le lancement de la voiture 2017. C'était déjà difficile là. Mais là, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, bien sûr, parce que tout ce qui est réglementation, Hmm. voilà, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur techniquement, c'est extrêmement dur d'un point de vue gestion de la masse. On va y Hmm. revenir probablement. Mhm. Et aussi économiquement. Voilà, encore les bilans économiques, c'est très, très difficile. Mais pour te donner un exemple de ça, donc l'A110, je parle bien de l'A110 moderne, là. C'est probablement la dernière voiture qui sort sans aide à la conduite, ou ADA, AS, comme on dit dans le Ouais. jargon. Donc, je me souviens justement au Salon de Genève, un journaliste suisse, je pense, m'avait posé la question. Il me dit, Monsieur Twig, ok, est-ce que vous pouvez faire la liste des systèmes ADAS sur la voiture? Il avait son petit carnet là, prêt à noter tous les systèmes. Et donc moi, j'ai dit, ok, donc tu vois le volant là et le pédale d'accélérateur, voilà, c'est tout. Il y a quand Et même un EBS et un ESP. Hein. quand même, oui, j'exagérais un petit peu, mais il n'y a pas de lane keeping Oui. assistant, il n'y a pas de emergency automatic braking, il y a rien, quoi. Ouais, Donc c'est un ouais. peu old school. Et peut-être c'est la dernière de son genre. Alors, effectivement, j'ai une question d'un internaute qui s'appelle Ouvergrave, et alors je sais pas, je pense que tu vas peut-être pas être très à l'aise pour y répondre, mais je vais te la poser quand même. Est-ce que tu penses que Vas-y. la future berlinette qui sera électrique pourra conserver les qualités de l'actuelle? Oula, donc là, À terrain glissant, hein. première chose. Non, 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 absolument pas. Non, non, pas de souci. Donc, là, je peux parler librement. Moi, je fais plus partie de la boîte Ouais, ouais, ouais. et je suis simplement un fan, un passionné d'Alpine. Donc, je donne la réponse oui. Je donne la réponse oui, sans Ouais, hésitation. Parce ouais. que, pourquoi je dis une réponse tellement encore trop sûre de moi? C'est parce que je connais les gars à l'œuvre. C'est Bah si oui. simple que ça. On, Donc, on revient quand à on a des Jean-Pascal. équipes, bah voilà. Et quand on a des gars comme Jean-Pascal à l'œuvre, et aussi ses compatriotes chez Lotus, parce que
Ouais. Pas oublier, ok, Lotus maintenant, ça fait partie du géant groupe Geely et compagnie, ok. Mais quand même, ça reste une équipe de passionnés Mm. qui connaissent leur métier, qui connaissent le light is right. Donc moi, je fais pas trop de soucis. Avec les gars comme ça, à Love, ils ont trouvé des solutions pour contourner toutes les problématiques de la masse, etc., etc. Donc moi, je suis super content, super confiant et j'attends juste voir le magie voilà, voilà, la magie qui va sortir de la cuisine. Oui, c'est vrai qu'on se dit, s'il y a une équipe qui peut bien s'en sortir, c'est une équipe dirigée par Jean-Pascal Dos, ça c'est clair. Et si on dit plus que ça, et s'il y a deux équipes, un peu le Dream Team que tu voudrais mettre sur le problème, c'est Lotus et Ouais, Alpine. c'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. voilà, et c'est le cas. Bon alors, refermer on va tourner la page du chapitre A110 et bon voilà, la voiture est sortie. Encore une fois, t'es pas tellement un gars qui s'intéresse au suivi des projets sur la durée, sur le life cycle, sur le cycle de vie d'un produit, ça t'intéresse pas. Toi, ce que tu veux, c'est des nouveaux projets. Et là, après Alpine, tu surprends tout le monde, tu quittes Renault et tu vas chez un constructeur chinois méconnu, Byton. Pourquoi une telle décision? Je sais, c'était fou, hein. Bah oui, hein. Oui, et on m'a posé la question souvent, David, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'as fait suicide de ta carrière? Euh, non, mais plusieurs raisons. Donc, premièrement, le projet était fini et j'avoue, hein, j'étais rincé. Hein, Ouais. j'avoue ça, j'étais très très fatigué. Même si c'était pas mon premier projet, c'était 3 ans extrêmement intenses et j'étais cuit, honnêtement. Mhm. Euh, Deuxièmement, je peux dire ça maintenant euh, parce que voilà, c'est dans le passé. Moi, j'ai poussé à l'époque pour faire une gamme d'Alpine. Je voudrais Ouais. pas faire juste un one shot, le Hmm. A110, tout ça. Hmm. Donc, j'ai poussé vraiment fort pour faire une petite gamme de véhicules sportifs dignes de porter cette badge Alpine. Mais à l'époque, et encore, on parle 2017, hein, il y a longtemps, Hmm. euh, Renault était pas, ou le groupe Renault n'était pas prêt à lancer toute une gamme. Donc, le mot d'ordre, c'était plutôt, OK, on a fait la 110, voilà, on va voir si ça marche ou si ça marche pas, on verra dans quelques Hmm. années si on Hmm. va faire un deuxième, troisième, etc. Et honnêtement, moi, j'étais pas trop content avec ça. Je voudrais vraiment avancer vite, faire le deuxième, troisième voiture tout de suite. Mais à l'époque, c'était pas possible. Voilà, on va dire comme ça. Et je suis super content maintenant. Le temps avance. Il y a notre management chez Renault avec Luca De Meo, etc., qui décide justement d'investir dans la marque et Ouais. avancer et faire plusieurs voitures. Mais ça, c'était pas l'intention en 2017. Et voilà, j'étais troisième, je dirais. Donc, le premier Alpine, c'était plus ou moins fini. Comme tu avais dit, j'avais pas trop envie juste de gérer la vie série de la voiture. Donc, Mhm. pour moi, c'était probablement retour dans la grande boutique de Renault. Voilà, retour au rang, fini le Skunk Works. Hmm. Je reviens remettre le costume costard et prendre un job dans le grand Renault. Et honnêtement, voilà, c'était pas vraiment un truc qui m'a passionné plus que ça. Ouais. Et un jour, je reçois un coup de fil. C'était un chasseur de tête. Voilà. Et je voyais le numéro qui était le numéro américain, 001, je le connaissais pas. Et bon, bref, pour faire court, j'ai fini par dire, tiens, ça m'intéresse, le monde des startups en Californie. Ouais. J'avais bien sûr suivi l'histoire de Tesla comme tout le monde. Ouais. J'étais curieux. Donc, peut-être dans un moment de faiblesse, je dis, allez, pourquoi pas. Tu vois, j'avais 48 ans et je me suis dit, tiens, si jamais je tenterai le coup pour voir qu'est-ce que ça donne, tout ce monde de start-up, un peu américain, un peu californien, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, je me trouve quelques mois après en Californie avec cette boîte Byton. Donc tu t'installes comme tu dis, en Californie, même dans la Silicon Valley, si je me trompe pas. Tout à fait, oui, 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 Ouais. plein sud, juste au sud de San Francisco, au plein centre de, voilà, le célèbre Silicon Valley. Et Loin de Dieppe, hein, ah, très très loin de ouais, Dieppe. j'allais dire changement radical d'ambiance après Dieppe et le technocentre. Oula, oui, donc on a parlé de culture shock en passant de Nissan à Renault. Oui, j'avoue, passer on va dire, de Paris, Dieppe, un petit monde de passionnés alpines, et je me trouve en Californie, voilà.
c'était voilà, encore un sacré culture shock, mais extrêmement intéressant. Est-ce que alors l'aventure Byton, enfin déjà l'entreprise, elle a mis la clé sous la porte il y a déjà quelques années. Toi, ton aventure chez Byton, elle aura duré que 2 ans. Euh, qu'est-ce qui allait pas dans cette boîte? Oula, pour faire court, je ferai très très court. Moi, je pense, et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que côté produit, c'était un bon produit. Donc, c'était clairement pas un Alpine, hein, c'était un gros SUV C'était un SUV électrique. électrique, et je me souviens avec un immense écran pour Voilà, l'instrumentation, le divertissement et tout. bardé avec de l'électronique, technologie dernier point, très très connecté, etc. Donc c'est un peu l'antithèse Ouais. d'Alpine. Mais à mon avis, c'était un produit qui était très très intéressant quand même. C'était encore le bon produit. Donc je pense, même si on était assez fort sur le côté produit industriel, honnêtement, Vincent, entre nous, on était nuls sur le parti lever des fonds, Hmm. trouver les investisseurs, trouver l'argent pour avancer le projet. J'ai pas besoin d'expliquer à nos auditeurs que l'industrie automobile, c'est très, très, très cher. Donc, Ouais. pour faire une nouvelle plateforme, nouveau powertrain, toute une gamme des voitures, une usine flambant Ouais. neuf en Chine, Ouais. on ne parle pas des centaines des millions d'euros, on parle des milliards. Ouais. Ouais. Et même en arrivée de lever des fonds plutôt pas mal en Chine, donc on avait des investisseurs côté Chine capables de nous financer. On n'avait jamais vraiment réussi à trouver l'investisseur ou le soutien qu'il fallait aux States, notamment, Hmm. et en Europe. Donc, bref, comme 90% des startups, c'est les statistiques, hein, ils sont Bah très, ouais. très Ouais. difficiles. À un moment donné, on n'avait pas assez d'argent pour avancer et c'était le cap du fin. Mais honnêtement, zéro regret de mon côté. C'était 2 ans extrêmement passionnants Hmm. que j'ai adoré. Hmm. J'ai adoré l'ambiance Silicon Valley, un peu le we can do it, positive attitude des Américains. Donc, Hmm. zéro regret. Hmm. Enfin, en tout cas, t'as pas perdu ton temps, puisque une fois que tu étais en Californie, tu as décidé d'un petit peu rester plus longtemps, puisque tu as fait un petit passage chez Waymo, la division voiture autonome de Google. C'était comment l'ambiance de travail et les projets chez Google? Oui, c'est marrant, hein, parce que même ma femme, elle me dit, attends, je comprends pas. Donc, tu travailles chez Alpine. Donc, c'est un peu la voiture pour conduire, c'est le La voiture de pilotage, c'est le puriste, patron, oui, etc. voilà, c'est ça. Et là, maintenant, tu veux bosser chez Waymo, les gars qui veulent faire le véhicule qui se pilote soi-même, le véhicule autonome, je comprends que dalle, quoi. Et elle a raison, mais encore une fois, le challenge, c'est la technologie. Donc, la Hmm. technologie, et si on aime ou on n'aime pas le véhicule autonome, pour un ingé, c'est quand même un sacré challenge. C'est peut-être Hmm. le dernier challenge dans l'automobile. Donc, Ouais. moi, je voudrais, même maintenant, je suis un vieux, je voudrais minimum mettre mes mains dans le dernier challenge et apprendre un petit peu. Donc, oui, après le faillite de Byton, j'étais embauché par Waymo. Donc, Waymo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le filiale de Google. Donc, on parle bien de Google. Donc, c'est le filiale qui est dédié aux véhicules autonomes. Et quand je dis autonome, je ne parle pas d'un véhicule qui, voilà, il faut surveiller le volant quand même. Des fois, il conduit Oui. lui-même, des fois, non. Le vrai véhicule autonome, ça veut dire ADL4 dans le jargon, voilà. Ouais. Euh, donc, ça veut dire tu peux être dans la banquette arrière, tu peux dormir, tu peux lire le journal, voilà, sans La voiture problème. s'occupe Donc, de tout. absolument. Donc, j'ai travaillé sur ça pour qu'un an, parce qu'après ça, c'était retour en Europe. Je peux pas dire grand-chose sur la technologie, Vincent, parce que c'est C'est top secret. top Oui. secret, voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est absolument fascinant. C'est plus fond et ça va arriver. Donc, ça va pas arriver demain. Ouais. Voilà, c'est clair. Ça va prendre un peu de temps quand même, mais ça va totalement changer l'automobile et le monde de l'automobile. Donc, je suis content d'avoir voilà, porté un petit peu et appris un petit peu. Et j'espère aussi apporter mes expériences un petit peu chez Waymo, même si c'était un passage très bref. Mhm. Est-ce que, bon, Google, c'était vraiment les pionniers hein, sur la voiture autonome, c'est presque eux qui ont lancé cette tendance-là. Est-ce que tu penses, d'après ton expérience chez eux, qu'ils ont su garder cette avance ou que tu penses que maintenant, il y a quand même pas mal d'autres startups qui sont à peu près à ce niveau-là?
c'est un oui. Et un oui, ça veut dire, et là je ne dévoile pas des secrets, hein, on peut regarder des données publiques, il y a pas mal de données publiées en Californie, par exemple, sur le progrès là-bas, parce que la loi locale oblige les acteurs de publier chaque année leurs progrès. Donc bref, pour faire bref, Waymo, oui, ça reste quand même le leader dans la technologie. Ouais. C'est clair, ils ont une avance dans le temps, parce que comme tu dis, c'était un pionnier, et aussi on peut bien imaginer, ils ont des ressources à la fois techniques, humaines et Ouais, financières qui sont énormes. énormes, bien Ouais, bah évidemment. oui. Mais ils sont pas seuls, effectivement. Il y a des autres qui sont dans la bataille. On peut citer Cruise, donc Ouais. ça c'est la structure de GM Honda, Mhm. ou encore Argo AI, AI, ouais. qui est rattaché à Volkswagen Ford, mais encore des autres, Aurora, et Mhm. après ça, il y a toute une longue liste des prétendants. Voilà, mais ces quatre-là, c'est un peu les leaders. Et quand je dis leaders, c'est les leaders aux États-Unis, en Europe. Si on parle de la Chine, il y a encore notre liste des acteurs là-bas Mm. qui sont pas forcément pas forcément les mêmes. Alors j'ai une question Twitter de Philippe. Comment gère-t-on le grand écart entre des projets aussi différents? C'est vrai que tu as fait vraiment, on parlait à l'instant, de la voiture autonome, de l'Alpine A110, du crossover à bas coût, une pionnière de l'électrique, tu as touché à tout. On ne devient pas un peu schizophrène au bout d'un moment? Merci Philippe pour la question. Je te passe ma femme qui va répondre à cette question-là. Non, c'est vrai que vu de loin, on peut dire, bah, attends, c'est n'importe quoi, il a fait tout et n'importe quoi là. Mais il reste quand même des thèmes similaires, même Ouais. si les voitures eux-mêmes, voilà, ils ont des différents designs, il y a des thèmes similaires. Les thèmes, c'est souvent le même, donc c'est vraiment un focus sur quelques attributs. Donc ça veut dire, si on se disperse partout, on se perd et après le produit, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, si c'est un Qashqai, une Zoé, une Alpine ou même une Byton, c'était vraiment le focus sur deux ou trois choses très importantes. Le deuxième thématique, c'était quand même, j'ai cité plusieurs fois, c'est la gestion de côté économique des Mm. projets. Parce qu'on peut beau être un passionné d'Alpine ou adorer les véhicules électriques ou encore être passionné par l'autonomie, ça ne sert à rien si on n'est pas capable de gérer les sous et faire un vrai business. Oui, il faut qu'il y ait des clients qui puissent acheter le produit, quoi. Bah oui, et, ou si jamais ils ne voient jamais le jour. Et troisième, je prends aussi un élément, on l'a déjà cité, tous ces projets-là, ils se partagent un petit peu, c'est des projets atypiques, c'est un peu les Mission Impossible, Mm. c'est des trucs où soit on va réussir, soit c'est zéro, quoi. Donc c'est un risque tout ou rien, quoi. Et ce type de projet, ça me plaît, ça m'a toujours plaisé, et voilà, je pense que c'était un peu mon spécialité, des trucs un peu Mission Impossible, voilà. Alors j'ai une question posée sur Twitter par le Novichok de United. Quelles sont les voitures dont la conception, et là il parle en termes d'ingénierie, t'impressionne le plus aujourd'hui chez Renault et chez d'autres marques? Ouh, waouh, ça c'est une grande question. Bah ouais. Euh, ben, écoute, première partie chez Renault, je donnerai une réponse assez prévisible quand même, mais le Mégane E-Tech là, que Ouais. les gars viennent de sortir, bah oui, quand même. J'ai pas encore eu la chance de le conduire, Elle est pas mal du mais je tout. connais assez. Ah, voilà, j'ai lu les reportages, etc. Notamment en châssis, j'étais impressionné. C'est la première fois que je me fais vraiment plaisir au volant d'une électrique. Elle a un super châssis. Elle paraît légère. Je vais pas dire que c'est une Alpine A110, mais en tout cas, elle virevolte. Ah, c'est bien d'entendre ça. Et c'est la même problématique. Moi, je connais les gars derrière le projet, c'est ça. Donc, Hmm. le e-tech. Donc, le Mégane, pour moi, c'est pas juste une voiture, c'est l'équipe derrière. Je connais Ouais. les gars, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont fait un bon boulot. Donc, ce voiture, ça m'impressionne. Hmm. Sinon, sur des autres constructeurs, bah, il y a tellement, wow, il y a un paquet quand même. Je citerai juste une, et encore, ça peut choquer peut-être, mais le Lucid Air. Donc, Ouais. c'est la grande berline, là, start-up Hmm. américaine, encore une fois, Lucid, qui vient de sortir la voiture. Et Une pourquoi je grande cite berline cette électrique de voiture-là? luxe. Très, très grande, voilà, 5 mètres de 50 de long, etc., 160 000 dollars, etc. Donc, peut-être nos auditeurs vont dire, c'est quoi l'entrée de ce truc-là? Mais pour moi, c'est le mot efficacité.
parce que je pense que c'est un mot qu'on ne parle pas assez de ça dans les véhicules électriques ou les véhicules thermiques d'ailleurs. Et le Lucid Air, pour le moment, c'est la voiture la plus efficace en termes de kilomètres par kilowatt-hour. Hmm. Donc, l'utilisation de l'énergie. Et c'est pour ça que je le cite. Je pense que c'est peut-être on n'aime pas le design, le principe, etc. Mais en termes de travail fait sur l'efficacité, ça m'a impressionné quand même. Écoute, David, on arrive au terme de ce podcast, donc je renvoie les lecteurs, les auditeurs évidemment à la lecture de ton livre, qui est, je le répète, absolument passionnant. Mais je vais pas te laisser partir comme ça. Tu n'échapperas pas au grand rituel de ce podcast, à savoir les 4 questions de conclusion. Oula. Eh oui. Alors, j'imagine que, comme tu es passionné, tu traînes souvent sur les sites de petites annonces. Oui, ça m'arrive des fois. Voilà. Alors, quelle est ta dernière recherche? Ah, ça va plaire à certains. C'était une A310. Ah, oui. Voilà. Parce que j'adore tous les Alpines, moi. Ça va sans dire. Mais le 310, pour moi, j'ai une petite faiblesse pour cette voiture-là. Parce qu'elle est presque oubliée Ouais, après le 110 berlinette. c'est un peu la mal aimée, ouais. Voilà, et moi j'adore cette voiture. Et honnêtement, je pense que c'est sous-valué aujourd'hui. Donc c'est un bon investissement. Et si j'avais de la place dans le garage, je serais dans le marché. Mais voilà, la dernière voiture que j'ai googlée, c'était une A310. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir de road trip? Ah, j'en ai tellement, mais j'ai choisi un quand même qui va faire des jaloux quand même, parce que je suis, avant de raconter l'histoire, je voudrais quand même dire que je sais que je suis un grand vénard, ok? Ouais. Que ça soit clair, avant que je raconte cette Vas-y, road on est trip. prêt. Bah, c'était un road trip, c'était février 2017, donc c'était avant le lancement de l'Alpine A110 au Salon de Genève. Et chez Alpine, parce qu'on était des fous aussi en termes de marketing et communication, pas que dans l'ingénierie, on a décidé que ça serait chouette quand même, avant Genève, de faire un petit tour à Paris avec des protos, par nuit, voilà. Et on l'a fait. Donc c'est un truc totalement, voilà, hors norme, voilà. On n'a pas le droit de sortir les protos sur la route de Paris, on peut imaginer. Donc c'était un an avant le lancement quand même. Donc on débarquait à Paris, à Boulogne-Billancourt, à minuit, et on déchargeait 2 protos, et c'était des protos purs, hein. C'était pas des pre-production pré-série, c'était des protos faits à la main. Fabriqués hein, à la main, ouais. voilà, vraiment ric-rac. Hein. Et on a fait le tour de Paris à la nuit, en prenant des photos magnifiques devant l'Arc de Triomphe, devant tous les spots à Paris. Et moi, j'avais le grand honneur d'être au volant de une de ces voitures. Et ça reste quand même des souvenirs incroyables. Conduire les tout premières Alpines autour de l'Arc de Triomphe, voilà, j'oublierai jamais cet honneur. C'est marrant parce que tu vois, moi, quand tu m'as dit road trip, je me disais, il va me parler, je sais pas, un road trip dans les Alpes, sur les petites routes, ou en Auvergne, tu vois. Et là, tu me dis Paris, et je me dis, je pense que je suis pas le seul à être surpris. Mais quelque part, c'est le road trip du touriste irlandais, un peu, non? Presque aussi, mais et c'est un road trip voilà, on a fait quoi? On a fait 50 Ah oui. km à 30 à l'heure, voilà. Mais honnêtement, même si je suis pas français, ou je suis français par naturalisation plutôt, honnêtement, quand on a fait le tour d'Arc de Triomphe, voilà, à 15 à l'heure, hein, parce qu'on avait des photographes aussi, j'avais quand même des frissons. J'étais conscient de conduire la nouvelle Alpine, la renaissance d'Alpine, autour d'Arc de Triomphe. J'avais quand même, voilà, j'avais le pool de chair. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bon, alors, je suis désolé pour mes auditeurs, mais mes voisins ont décidé d'attaquer un de leurs murs au burin, donc désolé pour les bruits, c'est le charme du podcast à la maison. Troisième question, mon cher David, ton garage idéal sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures, mais ça doit quand même convenir à ton mode de vie. Combien de voitures? 4? 4. Oula, c'est dur, Oui. parce que moi, depuis tout petit, c'était notre petit jeu pour faire passer les longs voyages avec mon papa. C'était de faire le Dream Garage, mais c'était 10 voitures. Ah bah donc, oui, 4, mais 10 c'est trop facile. Oula, allez, ok, 4. Je commence avec la voiture que j'ai déjà dans le garage. Ouais. C'est pas mal parce que j'en ai déjà. Donc c'est une petite 911
Porsche 911 SC de 1980, donc c'est de 3 litres. Donc j'adore cette voiture, j'ai toujours adoré, je suis un Porsche guy. Je partage ça aussi avec Jean-Pascal Dos, hein. Oui, On c'est a vrai. tous les deux une faiblesse pour les flat six. Donc j'adore les petites Porsche, je pense les essais de cette époque, c'est le mariage parfait d'agilité, de puissance, etc. Donc je commence ça avec la voiture qui est déjà dans le garage. Quand même, il faut une petite A110 quand même dedans. Allez. La tienne, évidemment. Hein. Oui, je parle de la moderne. Et plus précisément, ça sera la version la plus simple que possible. Donc, Ouais, je suis la version d'accord. pure, Je suis d'accord. Ça serait la en même pour 17 moi. pouces. Voilà, avec zéro option sauf l'échappement sport. Je prendrai Ouais. l'échappement sport, c'est chouette quand même, mais Ouais. les A110, c'est un peu comme les Porsche 911 d'ailleurs, le plus simple, le mieux pour moi en Ouais. tout cas. Ouais. Euh, le troisième, quand même, je suis un passionné des voitures d'avant-guerre, même si j'adore les Young Timers, les voitures des années 90, etc. J'adore les vraies anciennes. Donc là, je me lâche, vraiment un truc impossible à avoir, mais ça sera une Bentley 4 litres et demi, Ouais. fin des années 20. Donc c'est la voiture mythique Des pour Bentley moi Boys. qui les Bentley Boys avec toute la romance les Bentley Boys de l'époque, Le Le train bleu. Mans, voilà, le Trembleu, tout ça des années folles. Le Donc camion le plus j'adore rapide cette du monde. voiture. Et voilà. Et donc j'en ai jamais conduit un, mais c'est une voiture pour moi qui voit tout le romance des années 20 Ouais. et dans ces camions-là. Euh, Et voilà, le quatrième, tu as dit quand même, il faut que ça soit un garage pratique, donc il Bah me faut oui, quand c'est ça, même. il te faut un peu un délit. Ça manque un peu de délit, même si tu peux utiliser l'Alpine à 110 tous les jours, hein, mais. Oui, donc mon délai, bien sûr, il me faut un truc de 4 places, un truc assez sage, Ouais. voilà. Donc c'est une Nissan GT-R R34 Nurspec, voilà. D'accord. Donc j'adore les GT-R et le R34 pour moi c'était le summum Ouais. et c'est un bagnole incroyable que tu peux vraiment utiliser comme un daily, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, le coup de carburant peut-être ça sera un peu difficile, mais à part ça c'est une voiture incroyable. 4 places, très confortable et un truc de dingue. Et un Oui. petit clin d'œil vers Nissan et mes Ouais, origines. bah ouais, grave. Ah, puis ça va plaire beaucoup à une partie de mon auditorat parce qu'il y a un peu un fan club GTR hein, parmi ceux qui nous écoutent. Donc là, je pense qu'ils sont Ah, tous exultés là. ok, bravo les gars. Bon, alors la dernière question, et là tu vas me dire, mais c'est beaucoup trop dur. Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle? Eh oui, donc réponse encore super prévisible. J'imagine la moitié de vos invités donnent la même réponse. Et là, ça revient sur les Porsche, hein. C'est Ah, difficile à battre ces gars-là. Donc, ça sera probablement 911. Je dirais probablement la génération 991 pour moi. 991, ouais. Voilà. Qui est effectivement 4 places. Bon, c'est à 2 plus 2, on est d'accord. Oui. Mais c'est encore la voiture qu'on peut utiliser tous les jours, incroyable sur circuit, incroyable sur road trip, on peut aller faire des courses, etc. Donc voilà, la 911, voilà. Je pensais que t'aurais dit une Alpine à 110, mais ok, d'accord. Et oui, mais quand même, si c'est le reste de ma vie Bah oui, et c'est qu'une seule voiture, c'est vrai que c'est très très intime comme voiture, c'est que 2 places strictes. ouais, Et voilà, s'il faut aller au Castorama et choper un petit truc ou s'il y a ouais. deux gamins, s'il faut déposer les gamins à l'école, etc. Ouais. Voilà, le 911 a l'avantage là, hélas. Bon David, merci infiniment. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc déjà, on peut retrouver ton livre, donc aux éditions Veloce, donc veloce.co.uk. Je mettrai le lien dans la description du podcast. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui, un petit peu. Donc, sur Twitter, par exemple, je suis pas mal là. C'est Ouais, l'avantage d'avoir un nom de famille assez bizarre. Donc, c'est David underscore Touhig. Il y en a pas des tonnes. Vous allez me trouver. Petit peu sur Instagram aussi. ouais. Mais voilà, surtout sur Twitter. Et merci encore pour
pour le livre. Et honnêtement, s'il y a assez d'entrées, je me tâcherai à faire une traduction et avoir une version francophone, ça serait quand même pas mal. Bah ouais, parce que quand même, tu parles de la Zoé et de l'Alpine, bon, c'est quand même des modèles qui intéressent le lectorat français, donc ouais, ça serait cool. Ah oui, deux tiers du bouquin, c'est quand même des voitures fabriquées en France. Bah oui, après tout. Hein. Bon, écoute, je te remercie infiniment, David. Et puis, on fait un coucou à Jean-Pascal, hein, qu'on a cité déjà plein de fois dans cet épisode. Et puis, voilà, vive Alpine, hein. Absolument, vive Alpine. Merci Vincent. Merci beaucoup, David. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce 42e épisode d'Histoire d'Auto, un épisode placé sous le signe de la passion, de la rencontre des cultures, voilà, des différentes cultures automobiles. Je trouve ça chouette. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcasting ou sur YouTube. Laissez un commentaire, 5 étoiles ou un pouce bleu, ça aide à propulser ce podcast. Vous pouvez retrouver le podcast Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Si vous voulez m'envoyer un petit message, c'est histoiredauto@gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt et bonne route. Ciao.